Bonjour tout le monde. Alors, toujours dans le cadre du modèle de la thermodynamique. Alors, dans cette vidéo-là, on va traiter le chapitre qui traite normalement l'échange d'énergie. Alors, nous avons l'énergie interne d'un système thermodynamique. Alors, on commence tout d'abord par une définition. Alors, pour définir l'énergie interne d'un système thermodynamique, on se place dans un référentiel où sigma est macroscopiquement robot. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de matière à l'échelle macroscopique. Alors, l'énergie interne U, toujours l'énergie interne est notée par U du système thermodynamique, représente l'énergie totale que ce système possède. Elle comprend donc tout d'abord, nous avons deux genres d'énergie. Il y a l'énergie cinétique des particules microscopiques liées bien sûr à leur mouvement aléatoire à l'intérieur de ce système thermodynamique. Et deuxième type de l'énergie, il y a l'énergie potentielle, bien sûr, d'interaction de ces particules. Alors, cette énergie est normalement liée aux forces d'interaction entre les particules. Donc, d'une manière générale, U, l'énergie interne, et représente la somme d'énergie cinétique plus la somme d'énergie potentielle. Alors, il est pratiquement impossible de déterminer la valeur de I, mais nous pouvons aussi, bien sûr, calculer sa variation au cours d'une transformation. Alors, toujours, on calcule la variation de l'énergie interne, delta U est égal à U2 moins IA, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne entre l'état 2 et l'état 1. Première propriété de l'énergie interne, donc à l'équilibre thermique, l'énergie interne U, normalement, c'est une énergie exprimée en joules ou en calories. Elle a normalement une valeur bien déterminée, bien définie. C'est une fonction d'état. C'est une fonction d'état. Cela montre que normalement cette énergie ne dépend pas du chemin suivant, elle ne dépend que de l'état thermodynamique initial et final. Alors par convention, toujours delta U est positive, donc l'énergie est diminuée et l'énergie est fournie au système. Par contre, si delta U est négatif, donc l'énergie est augmentée et l'énergie est cédée par le système. Donc, si l'énergie, ou bien si le système va fournir, bien sûr, l'énergie au milieu extérieur, alors delta U positif. Par contre, si le système thermodynamique, normalement, cède l'énergie vers le milieu extérieur, alors dans ce cas-là, delta U doit être négatif par convention. Alors, l'énergie interne caractérisait le niveau énergétique du système thermodynamique. Donc, l'énergie interne d'un système peut varier suite à des échanges d'énergie entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Alors, les énergies, bien sûr, les énergies sont principalement échangées sous forme de chaleur ou bien de transfert thermique noté par Q et de travail W. Donc, voilà l'énergie qu'on va bien normalement type de l'énergie qu'on va utiliser souvent dans ce modèle-là. Alors, nous avons Q, la chaleur ou bien le transfert thermique et le travail. Alors, on commence d'abord par la chaleur. Alors, si nous avons deux corps de température différentes, voilà, par exemple, ça représente corps 1, ici corps B, mis en contact, échangent bien sûr de l'énergie entre les deux. Alors, si on considère ici que nous avons un corps A, ici nous avons un corps B, et on va mettre les deux corps en contact, donc forcément nous avons un échange de chaleur entre les deux milieux, ou bien entre les deux corps. Alors, à manière à parvenir à un état d'équilibre où la température est la même pour les deux corps, c'est-à-dire si nous avons ces deux corps-là sont mis en contact, donc forcément nous avons toujours l'échange de chaleur et cet échange va arrêter lorsqu'on arrive à ce que l'on appelle l'équilibre thermique ou bien l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire les deux corps sont caractérisés par la même valeur de la température. Alors, un des corps a perdu une partie de son énergie au profit de l'autre. Bien sûr, ça dépend. Par exemple, si nous avons ce corps-là est plus chaud, donc forcément, ce corps-là va céder l'énergie ou bien va céder les chaleurs vers ce corps-là. Alors, la chaleur est une forme spéciale de l'énergie. C'est une énergie exprimée en joules ou en kilocalories. Elle est échangée à l'échelle microscopique sous forme désordonnée par agitation moléculaire.
c'est-à-dire par choc entre les molécules en mouvement, elles s'écoulent toujours d'une source chaude vers une source froide. Toujours nous avons cette situation et l'échange de chaleur. Toujours, normalement, ça commence par le corps normal ou bien la source chaude vers la source froide. Dernier point, la chaleur n'est pas une fonction d'état. Voilà, ça c'est très important. La chaleur n'est pas une fonction d'état, cela montre que la chaleur dépend du chemin suivi, c'est-à-dire dépend du chemin suivi. Alors on peut définir deux types de chaleur distincts. Il y a chaleur sensible et chaleur latente. Donc on commence par la chaleur sensible. Alors normalement, cette chaleur est liée à la variation de la température delta T à la suite d'un échauffement. Et bien sûr, cette chaleur est proportionnelle à la quantité de matière et la différence de température. Donc, pour une transformation infinitésimale, delta Q, donc c'est mieux utiliser delta, c'est mieux delta Q est égal à mc delta T, ou delta Q est égal à c de T. Alors, où M, dans ce cas-là, M représente la masse de la matière du système. Ici, N représente le nombre de moles du système. Ici, représente la capacité calorifique. Ici, la capacité calorifique massique, puisque nous avons ici la masse. Ici, la capacité calorifique molaire, puisque nous avons ici mol. Elle peut être à pression constante Cp, soit Cp, ou bien à volume constant Cv. Alors, pour une transformation finie, donc la chaleur Q est changée lors d'une transformation finie entre l'état initial 1 et l'état final 2, et Q, c'est l'intégrale de d de Q, 1 demi. Donc, bien sûr, on va remplacer d de Q ou bien delta Q par mc cdt. Donc, si on va considérer que c'est une constante, donc je peux sortir de l'intégrale. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? 1, donc mc t2 moins t1 qui est égal à mc delta t. Voilà, donc ça montre normalement cette phrase-là que nous avons dit. Nous avons dit que la chaleur sensible, normalement proportionnelle à la variation de la température. Alors, si on considère d'autre part, ici, cette relation est valable si C est égal à une constante. Alors, si on considère que cette capacité du système est indépendante de la température, indépendante de la température, bien sûr. Alors, ici, dans le cas contraire, alors si C dépend de la température, c'est une fonction de la température, alors ici nous avons Q est égal à l'intégrale de 1 de d de Q. Donc on va remplacer d de Q par mc dt, mc dt. Et bien sûr, on remplace pour trouver la valeur de la chaleur. Dans ce cas-là, il faut remplacer la formule de la capacité puis faire l'intégrale. Alors, la transformation à volume constant Q est égal à 1 demi d de Q. Donc, bien sûr, on va remplacer ici d de Q par mcv ou bien on va utiliser cette relation, c'est la même chose. Alors, on va supposer dans ce cas-là que c'est une fonction de la température. Par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste ici? M de l'intégrale de 1 de Cv delta T. Pour une transformation à pression constante, ici constante, alors Q est égal à 1 demi d de Q, ça nous donne 1 sur 2 mcp dt, et bien sûr M 1 de Cp dt. Je répète, soit on utilise cette relation-là ou bien cette relation-là. C'est la même chose. Alors, pour une transformation adiabatique, donc par définition, la chaleur est égale à 0. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas d'échange de la chaleur entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Alors, remarque, si Q est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, on dit que nous avons une réaction exothermique, c'est-à-dire désigne l'extérieur. Alors, dans ce cas-là, soit on dit réaction exothermique, cela montre que le système dégage la chaleur vers le milieu extérieur. Par contre, si nous avons Q supérieur à 0, alors dans ce cas, la réaction endothermique, cela montre que le système reçoit de la chaleur. Et Q, si nous avons Q est égal à 0, alors dans ce cas-là, la réaction athermique, c'est-à-dire nous n'avons pas d'échange de chaleur entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Donc, voilà comment déterminer la valeur de la chaleur sensible. Alors maintenant, chaleur latente.
Alors voilà la chaleur latente, donc voilà cette définition. Alors toujours cette chaleur latente, elle est proportionnelle à la quantité de matière, masse au nombre de moles, soit on utilise M ou bien N, et la valeur de la chaleur latente. La chaleur latente, elle, bien sûr, cette chaleur latente liée à ce changement d'état physique. Donc Q est égal à ML ou Q est égal à NL. Pour chaque type de matière, il existe trois types de chaleur latente liés aussi changement d'état physique LS, LV, LF, tels que LS et LV et LF représentent toujours la chaleur latente ici. Massique, ici, mole, bien sûr, LS représente la chaleur massique ou molaire. Voilà, LS, soit la chaleur latente massique ou bien la chaleur latente molaire, associées respectivement à une sublimation, ici S désigne sublimation, V vaporisation et F fusion. Et bien sûr, nous avons normalement cette représentation-là. Alors, il y a la manière de comment aller d'un état physique solide vers l'état liquide, l'état liquide vers l'état gazeux vers l'état solide vers l'état gazeux. Donc voilà, ici, vaporisation, sublimation, fusion, solidification, condensation solide, condensation liquide, ou bien ce que l'on appelle aussi liquéfaction. Voilà ce que l'on appelle les différents types de transformation d'état de matière. Donc voilà pour la chaleur latente. Voilà la définition qu'on utilise, Q est égal à ML ou bien Q est égal à NL. Ça, et bien sûr, pour déterminer L, il faut connaître est-ce qu'on travaille pour une transformation de sublimation via vaporisation fusion. Par contre, pour déterminer la chaleur sensible, voilà la manière de comment calculer la chaleur sensible. Et bien sûr, ça dépend de la valeur de la constante de la capacité, de la valeur de l'expression de la capacité. Si C est égal à une constante, alors directement Q est proportionnel à delta T. Par contre, si C dépend de la température, donc il faut calculer cette quantité-là. Alors maintenant, loi des mélanges. Alors par contact au mélange, de deux corps à des températures différentes. Alors normalement, il y aura normalement un transfert thermique, bien transfert de chaleur entre les deux systèmes jusqu'à l'équilibre thermique où les deux corps ont la même valeur de la température. T est égal à Tm, température finale de mélange, Tm mélange. Alors, pour déterminer la température de mélange Tm, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le bilan d'énergie des deux systèmes au corps. Donc, QAM, par exemple, ici nous avons un corps A, ici nous avons un corps P. Bien sûr, QAM plus QPM est égal à QP, où QP représente les pertes de la chaleur du système non adiabatique. Donc, cette relation est valable si on travaille dans un système non adiabatique, tel que QP représente normalement les pertes de chaleur. Alors, si on considère, bien sûr, c'est le cas souvent qu'on utilise beaucoup dans les exercices. Alors, si le système est adiabatique, cela montre que QP est égal à QA1 plus QPM est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que le système est adiabatique. Par définition, c'est un système adiabatique, donc il n'y a pas de transfert de la chaleur entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Donc, cette quantité-là, elle est égale à 0. Alors, on va remplacer QAM est égal à MA, CAM, TA moins TA. Bien sûr, dans ce cas-là, on suppose que la constante, bien que C est une constante, voilà, C est égal à une constante. Donc voilà, dans ce cas-là, la chaleur est normalement proportionnelle à la variation de la température. De la même manière, pour MPCP, Tm moins Tp est égal à 0. Voilà, sachant que T, c'est la température de mélange. Et bien sûr, on développe cette quantité-là. On trouve finalement Tm est égal à cette quantité-là. MaCaTA plus MPCPTP sur MaCa plus MPCP. Et bien sûr, nous avons ces données-là, MaCaTA, MPCPTP. Et bien sûr, on peut déterminer la température du mélange. Voilà la manière de comment déterminer la température de mélange dans ce cas-là, si nous avons un système adiabatique. Par contre,
alors on va trouver, bien sûr, Tm doit être aussi calculé en fonction de Qp, qui représente les pertes. Alors maintenant, le travail. Donc le travail W, le travail est une forme d'énergie, comme l'énergie. Il résulte le plus d'une variation de volume d'un système déformable. Par exemple, le cas du placement ici, par exemple ici. Voilà. Alors, si le piston se déplace d'une petite longueur élémentaire D2S, alors le travail élémentaire effectué par celui-ci représente D2. W est égal à moins F extérieur. Attention, ici n'est pas quel F, c'est la force extérieure D2X. Avec F représente la force extérieure exercée par le milieu extérieur sur le piston. Alors, on sait très bien que la force est égale à la pression fois la surface. Donc, la force extérieure est égale à P extérieur fois S. Donc, on va remplacer F extérieur par cette quantité-là, moins P extérieur STX. On obtient D2W est égal à moins P extérieur et STX, ça nous donne dV. Donc, ici, nous avons dV normalement. Moins P extérieur et dV. Alors, pour une transformation finie entre l'état 1 et l'état 2, donc le travail W est égal normalement l'intégrale entre l'état 1 et l'état 2 de dW. Ça nous donne, et bien sûr, on va les bornes de l'intégrale, c'est V1, V2. Donc, moins V1, V2, ici P extérieur, dV n'est pas quel P, c'est P extérieur. Alors maintenant, on va calculer le travail normalement pour plusieurs situations. Alors, le travail effectué à pression constante. Donc, pression constante, cela montre que P est égal à P0, hein, P extérieur est égal à P0. Alors ici, on va remplacer P extérieur par P. Donc, correspond à 2 est égal à moins P0, bien sûr, pression constante. Donc, ici, nous avons dit que pression constante. Donc, je peux sortir P extérieur de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de D de V. Ça nous donne W est égal à moins P0, V2 moins V1. De la même, alors le travail effectué à la température constante, T est égal à T0, correspond à W1 demi est égal à l'intégrale entre l'état 1 et l'état 2 de moins P dV. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, donc pour calculer cette intégrale, c'est mieux il faut remplacer P par, ou bien il faut utiliser la loi de Gaspard V. PV est égal à nRT, cela montre que P est égal à nRT sur V, et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins nRT, puisqu'on travaille à une température constante. Donc, moins nRT, c'est une quantité constante. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de D de V sur V. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Moins nRT ln de V2 sur V1, et bien sûr, on peut aussi exprimer on peut aussi, on peut aussi exprimer V1, V2 en fonction de P2, en fonction de P1, P2. Et on trouve finalement nRT ln de P2 sur P1. Alors, lors d'une transformation à volume constant, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de variation de volume. Donc, le travail des forces de pression est nul. Alors, si on travaille à volume constant, donc V constant, D de V, ça nous donne 0, forcément. Donc, W est égal à 0. Alors, remarque, alors c'est une énergie, toujours on travaille, on traite le travail, c'est une énergie exprimée en joules ou en calories. À l'échelle microscopique, c'est une énergie échangée de façon ordonnée. Bien sûr, pourquoi? Grâce au déplacement, par exemple, d'un piston qui imprime une certaine direction aux atomes. Ce n'est pas une fonction d'état, c'est-à-dire dépend du chemin suivi. Le signe moins indique ou bien est imposé par la convention de signe d'énergie. Si le piston se déplace vers la gauche, alors dV inférieur à 0, et si le travail est reçu par le système des milieux extérieurs, donc le travail positif. Si le piston se déplace vers la droite, bien sûr en se basant sur cette représentation, si le piston se déplace vers la gauche, donc dans ce sens ou bien dans cette direction-là, alors
dV inférieur à 0. Pourquoi? Parce que ici nous avons P, si on déplace le piston vers ce sens, donc le volume doit être diminué. Le volume doit être diminué et dV est égal à inférieur à 0. Alors dans ce cas-là, le travail est reçu par le système. Pourquoi? Parce que dV inférieur à 0 avec moins ça nous donne positif, reçu par le système du milieu extérieur. Donc le travail est positif. Par contre, si le piston se déplace vers la droite, voilà, vers la droite, alors directement le volume augmente. Le volume augmente, cela montre que dV doit être positif, mais donc toujours le travail, il reste négatif. Pourquoi? Toujours il faut, donc nous avons ce signe moins. Alors, le travail est perdu par le système du milieu extérieur, donc le travail est négatif. Alors, on distingue plusieurs types de transformations où on peut à chaque fois calculer le travail aussi cédé par le système lors de ces évolutions. Alors, pour une transformation isolaire, pression constante, donc W est égal à l'intégrale de 1 de moins P extérieur dV. Donc, on va noter extérieur, puisque P extérieur, transformation isolaire, cela montre que P est égal à une constante. Donc, P extérieur est égal à P. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de 1 sur 2, 1, 2 dV. Ça nous donne moins PV2 moins V1. Alors, pour une transformation isotherme, T est égal à une constante. Donc, cela montre que W est égal à moins P1 extérieur dV. Alors, P n'est pas constant, donc on utilise toujours la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. On va remplacer P par nRT sur V. P extérieur est égal à P intérieur est égal à nRT sur V. Finalement, W12 est égal à moins P12 mais est égal à moins nRT sur TV. Ici, nous avons moins, ici, nous avons égal. Donc, s'il vous plaît, ici, nous avons égal moins nRT dV sur V entre l'état 1 et 2. Ça nous donne moins nRT ln de V2 sur V1 ou bien est égal nRT ln de V1 sur V2. Donc, aussi, je peux établir l'expression de W de travail en fonction de P. Alors, nous avons P1 V1 est égal à nRT1 et P2 et V2 est égal à nRTE T2. Puisque T constante, cela montre que T1 est égal à T2, cela montre que cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? P1 V1 est égal à P2 V2, d'où je peux déduire que V1 sur V2 est égal à P2 sur P1. Et par conséquent, on va remplacer V1 sur V2 par P2 sur P1. Ça nous donne nRT ln de P2 sur P1. Finalement, pour une transformation isochore, c'est une transformation à volume constant. Donc, nous n'avons pas de variation de volume. Donc, d de V est égal à 0 et par conséquent, le travail est égal à 0. Alors, convention de signe. Alors, les énergies W, le travail et la chaleur reçues par le système sont positifs. Les énergies W qui cédées par le système sont négatives. Alors, voilà, par exemple, ici, nous avons l'énergie reçue par le système, voilà, c'est-à-dire le milieu extérieur qui donne la chaleur vers le système thermodynamique. Par conséquent, donc là, Q est positive. De la même manière, W, normalement, le milieu extérieur donne le travail au système thermodynamique. Par conséquent, W est positif. Par contre, ici, nous avons, ici, voilà le système thermodynamique, voilà le milieu extérieur. Alors, d'après cette représentation, donc, le système thermodynamique cède la chaleur vers le milieu extérieur et par conséquent, donc, qui est négatif. Par contre, de même, ici, nous avons le milieu extérieur, ou bien le système thermodynamique cède le travail vers le milieu extérieur et par conséquent, donc W est négatif. Donc, normalement, toujours, soit W ou bien Q soit positif ou bien soit négatif. Ça dépend de la situation. Est-ce que le système thermodynamique, normalement, capte ou bien, voilà, capte ou bien gagner l'énergie ou bien céder l'énergie? Alors, lors d'un échange avec le milieu extérieur, le système peut soit donner, soit recevoir, soit donner la chaleur ou bien le travail ou bien les deux en même temps, soit les recevoir par convention. Lorsque le système reçoit la quantité est comptée positivement pour le système ainsi que
Q positif, la chaleur pénètre dans le système, ce qu'on appelle le processus endothermique. Q inférieur, le système cède la chaleur au milieu extérieur, processus exothermique. Alors si W est positif, le système reçoit un travail, système récepteur. Par contre, W inférieur à 0, alors le système fournit un travail le système moteur.